Ce cours-là est important parce que c'est les politiques de prévention et de sécurité. C'est pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que fait une ville par rapport aux problèmes qu'il y a sur une ville en même temps, sur les délinquances, et quelle est la place des médiateurs à ce niveau-là. Donc, je vais vous dérouler un petit peu le PowerPoint et puis à un moment donné, je m'arrêterai pour si vous avez des questions, quoi. OK. Pourquoi on met une politique de prévention de la délinquance dans une ville? Parce qu'il y a des problèmes de délinquance, parce qu'il y a des problèmes d'incivilité, parce que les gens ont du mal à vivre ensemble, parce qu'on ne sait pas ce que font les uns et les autres. Et pour toutes ces raisons, les villes doivent mettre en place une stratégie, réfléchir un petit peu de quelle manière on peut diminuer les problèmes d'insécurité, des problèmes d'incivilité, les problèmes de délinquance dans notre ville. Sachez qu'il est obligatoire dans les villes de plus de 10 000 habitants ou dans les villes qui ont un quartier sensible, un quartier prioritaire, d'avoir une politique de prévention et de sécurité. C'est une obligation dans la loi. Donc, le maire doit mettre en place cette politique, quoi. Donc, je vous le lis un petit peu. C'est une politique de prévention de la délinquance pour lutter contre la délinquance, pour diminuer le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, vous pouvez le remplacer par la peur. On peut demander aux habitants qu'est-ce qui vous fait peur dans votre ville. Les gens ils vont dire oui, ce qui nous fait peur, c'est la nuit, quand on sort, il n'y a pas de lumière. C'est la nuit, quand on trouve des groupes de jeunes dans les halls d'immeubles, ça me fait peur, des choses comme ça. Vous voyez, le sentiment d'insécurité, c'est la peur. Mais sachez que c'est un sentiment. Je prends juste un exemple. Les personnes qui ont un sentiment d'insécurité très élevé, ce sont les personnes âgées. Et dans la réalité, ce sont les personnes âgées qui se font le moins agresser. Les jeunes ont un sentiment d'insécurité au minimum, et ce sont les premières victimes de l'insécurité. Vous voyez, c'est-à-dire que le sentiment d'insécurité, ce n'est pas lié forcément à la réalité, quoi. Bon, une politique pour mieux vivre et travailler ensemble, donc c'est surtout pour permettre aux partenaires sur la ville de mieux travailler ensemble. Continue. Bon, dans une politique de prévention de la délinquance, il y a le volet prévention, le volet dissuasion, le volet répression. Faites bien la différence. Prévention, c'est éviter que les personnes dérivent, éviter que les jeunes rentrent dans la délinquance, deviennent civils ou autre. C'est-à-dire que c'est prévenir. La dissuasion, c'est empêcher les actes. La répression, c'est sanctionner. C'est-à-dire que quand on commet un acte, il y a des sanctions derrière. C'est comme dans votre famille, si vous faites une bêtise, il peut y avoir une sanction de vos parents. Donc là, c'est pareil. Si on commet une infraction, on peut être sanctionné. Et c'est tout à fait normal, quoi. Réparation, c'est réparer les dégâts qu'on a posés. Ça peut être une amende, ça peut être des tiges, ça peut être un travail auprès des victimes. Donc, il y a plusieurs mesures de pouvoir réparer, quoi. Et l'aide aux victimes, c'est que il faut aider les victimes, parce que souvent, c'est ces personnes-là qui, d'abord, ils sont victimes, en plus, ils doivent faire les démarches, ils doivent aller porter plainte et tout. Donc, les victimes ont besoin d'être aidées, d'abord pour les réparer aussi, parce qu'ils ont peut-être vécu un traumatisme, donc il faut beaucoup aider aussi les victimes à ce niveau-là, quoi. Les acteurs clés des politiques de prévention et de sécurité, c'est le maire. C'est le maire dans sa ville qui préside le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Je vous ai expliqué ce que c'est, le CLSPD. Vous pouvez, dans les villes où vous travaillez en tant que médiateur, poser la question de voir c'est quoi le CLSPD dans votre ville. Donc, le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est une réunion qui a lieu à peu près une fois par an au minimum, ça peut être 2 fois, où il y a tous les acteurs qui sont réunis ensemble, c'est souvent en salle du conseil municipal, et chacun parle sur les problèmes qu'il y a sur la ville. La police va donner son point de vue sur les problèmes de délinquance qu'il y a sur la ville, le bailleur va dire quelque chose, les policiers municipaux vont dire quelque chose, les animateurs vont dire quelque chose, les éducateurs, les associations, les médiateurs vont dire aussi voilà ce que je rencontre dans ma ville, voilà les problèmes que je rencontre, vous voyez, donc on peut parler, il y a peut-être trop du trafic de drogue, on peut parler aussi, il y a des jeunes qui font du bruit dans les halls d'immeubles, il y a des jeunes qui roulent sans casque en moto, il y a des personnes qui ne mettent pas la ceinture, il y a beaucoup de jeunes en échec scolaire, il y a des jeunes il y a beaucoup de bagarres de bandes, donc c'est un temps de réunion où tout le monde parle des problèmes qu'il y a sur la ville. Et le deuxième temps de la réunion, c'est que les politiques qui ont entendu tout ce que dit tout le monde, ils disent bon voilà ce qu'on va faire cette année. La priorité, on va se battre contre l'échec scolaire. La priorité, on va se battre contre les violences entre les jeunes et les policiers. Vous voyez, les politiques mettent ce qu'on appelle une stratégie, vont faire des propositions. Ils disent cette année, on va travailler là-dessus. On va travailler sur les jeunes qui sont dans les halls d'immeubles. On va travailler sur le trafic de drogue. On va travailler sur l'échec scolaire. Vous voyez, les politiques donnent des priorités
et toute l'année, les acteurs vont travailler là-dessus. Dans les documents que je vous donne, tout est écrit là-dessus, ce que je vous dis, c'est plus détaillé. Le préfet est membre de droit. Le préfet du département, c'est celui qui représente l'État, donc fait partie de la réunion. S'il n'est pas là, il peut avoir le sous-préfet ou un délégué du préfet. Et la troisième personne qui est membre de droit de cette réunion, c'est le procureur de la République qui représente la justice. Voilà les trois personnes. Le maire est le président du conseil local, le préfet est membre de droit et le procureur est aussi membre de droit. C'est un petit peu technique, c'est un petit peu compliqué, mais il est quand même très important pour vous de comprendre un petit peu, parce que vous allez travailler dans ce cadre-là en tant que médiateur. Et donc, l'important, c'est de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Et le coordinateur, dans la plupart des villes, il y a un coordinateur du CLSPD. C'est un agent, ça peut être un contractuel ou quelqu'un qui est fonctionnaire sur la ville. C'est-à-dire son boulot, c'est de mettre en place toute cette politique de prévention et de sécurité. C'est-à-dire les élus prennent les décisions et le rôle du coordinateur, c'est de mettre tout ça en place. Souvent, le niveau, c'est niveau master, c'est Bac+5 pour occuper ce type de poste. Donc, c'est lui qui coordonne toutes les actions de prévention qu'il y a sur la ville. Et c'est lui, tous les ans, qui fait le bilan un petit peu des actions. Bon, comment on mesure l'insécurité dans une ville ? Établir un diagnostic de l'insécurité, parce qu'il y a beaucoup dans beaucoup de villes, il y a des problèmes d'insécurité, donc on essaie de quelle manière on arrive à mesurer ça. C'est mesuré en général par les statistiques policières, c'est-à-dire que les policiers, à chaque fois qu'il y a, par exemple, un vol, qu'il y a un braquage, qu'il y a une voiture qui brûle, qu'il y a une bagarre et tout ça, ils notent à chaque fois tous les faits qu'il y a eu. Et à la fin de l'année, ils notent cette année, il y a eu un certain nombre de braquages, par exemple. Il y a eu un nombre de cambriolages, il y a eu de la violence, il y a eu des viols, il y a eu des dégradations, il y a eu des bagarres avec la police et tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des faits, il les note et ça fait. C'est pour qu'à la fin de l'année, il y a des statistiques. On sait à la fin de l'année, est-ce qu'il y a eu beaucoup de délinquance ou pas. On voit si ça monte ou ça descend. Comme ça, les politiques, face à la politique qu'ils ont mis en place, on voit si les faits délictueux ont monté ou sont descendus, quoi. Mais pour que ça rentre dans les statistiques, il faut qu'il y ait une plainte. C'est pour ça qu'il y a un chiffre noir. Tant qu'on n'a pas posé plainte, ça ne peut pas rentrer dans les statistiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de faits qui ne sont pas dans les statistiques parce qu'il n'y a pas eu de plainte. Donc, on n'a que les chiffres officiels. Dans les statistiques, c'est là où il y a eu des plaintes. Deuxième façon de détecter les phénomènes, c'est-à-dire qu'on va sur le territoire et on se rend compte des problèmes qu'il y a. On peut analyser le sentiment d'insécurité, on interroge la population, qu'est-ce qui va dans votre ville, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous fait peur, des choses comme ça. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est très important, parce qu'au niveau politique, souvent les élections se gagnent par rapport à l'insécurité. Donc les gens, s'ils voient qu'ils sont tranquilles dans leur ville, ils peuvent voter pour le nouveau maire. S'ils se rendent compte que dans leur ville, il y a beaucoup de problèmes et que la ville ne fait pas grand-chose, forcément, ça sera contre le maire. Donc le sentiment d'insécurité, c'est quand même assez politique à ce niveau-là, quoi. Bon, quels sont les acteurs de la sécurité qui sont chargés d'assurer la sécurité dans une ville? Donc la police nationale. Au-dessus des policiers nationaux, il y a le commissaire de police. Au-dessus du commissaire de police, il y a le DDSP, ce qu'on appelle le directeur départemental de la sécurité publique, qui commande tous les policiers sur le département. Et au-dessus du DDSP, c'est le préfet. C'est le préfet qui commande tous les policiers sur un département. La gendarmerie, sachez qu'aujourd'hui, le policier et les gendarmes ont le même ministre, donc c'est le ministre de l'Intérieur. Mais les policiers sont les agents de l'État qui sont tenus par les préfets, tandis que la gendarmerie, c'est l'armée, c'est les militaires. Par contre, ils ont maintenant le même, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais certains sont l'armée et d'autres, c'est les gendarmes. Faire la différence aussi, c'est que la police nationale exerce leur travail dans des villes de plus de 10 000 habitants. Tandis que les gendarmes, en général, ils travaillent à la campagne, dans les villes de moins de 10 000 habitants. Donc, quand il y a des endroits où il y a un commissariat, les gendarmes n'interviennent pas dans la ville. Et il y a des zones gendarmerie où ce sont les gendarmes qui interviennent. Donc, disons que la police nationale, elle travaille en ville et les gendarmes travaillent plutôt à la campagne. La police municipale, celui qui commande la police municipale, c'est le maire de la ville.
Il y a des villes où il y a des policiers municipaux, il y a des villes où il n'y en a pas, il y a des villes où les policiers municipaux sont armés, il y a des villes qui ne sont pas armés. Sachez qu'ils n'ont pas les pouvoirs de la police nationale. Par exemple, en police municipale, il n'y a pas de garde à vue. Quand des policiers municipaux arrêtent un délinquant ou arrêtent une personne qui a fait une infraction, ils doivent directement soit demander aux policiers de venir le chercher, soit ils le ramènent au commissariat. Ils ne font pas d'enquête, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes pouvoirs que la police nationale. Ils ne font pas d'enquête, la police municipale. La police municipale, son chef, c'est le maire de la ville. La justice, donc c'est tout ce qui concerne les juges, le procureur, donc tout le côté justice. C'est-à-dire que le rôle des policiers, c'est d'arrêter les délinquants. Et ensuite, ils appellent au procureur de la République. Voilà, on a arrêté un délinquant, voilà les faits qu'il a fait. Soit le procureur demande de le ramener au procureur et le procureur prend une décision. Ils peuvent lui mettre une amende, ils peuvent aussi le mettre en prison. Soit il est relâché et il passera plus tard en jugement. Soit c'est souvent classé sans suite et la justice se décharge de l'affaire. La pénitentiaire, c'est tout le milieu pénitentiaire. En France, 188 établissements pénitentiaires. Actuellement, il y a 65 300 détenus. Donc, il y a des détenus prévenus et condamnés. La différence, c'est que les prévenus, c'est des gens qui ne sont pas encore condamnés. Et il y a des détenus qui sont condamnés qui ont une certaine peine à faire, quoi. Donc, la pénitentiaire, disons qu'il y a une prison par département. Et la douane, elle est commandée par le ministère des Finances. Hein, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, la douane. Ils ont beaucoup de pouvoir, la douane, c'est-à-dire qu'ils peuvent même intervenir chez vous en pleine nuit. Donc, vous voyez, ils ont beaucoup plus de pouvoir que la police nationale. C'est surtout par rapport à la fraude, par rapport à des choses qui viennent de l'étranger. Ils travaillent beaucoup par rapport à l'international, entre ce qui vient de l'étranger, comme le trafic de drogue, c'est sur la douane qui s'en occupe. La police et la douane, c'est la douane qui met les amendes à ce niveau-là, quoi. Et la sécurité privée, sachez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'agents de sécurité privée que la police nationale. C'est tout ce qu'on voit sur les vigiles, les agents de sécurité qu'on rencontre un petit peu partout. Donc, ouais. Ils n'ont pas le pouvoir de la police ni de la gendarmerie. Leur boulot, c'est aussi de contrôler, faire de la palpation. Ils n'ont pas le droit de fouiller, mais ils peuvent aussi faire juste de la palpation et du contrôle, quoi, de la sécurité. Les acteurs de la prévention, c'est ceux qui agissent auprès des individus pour les éviter qu'ils commettent des actes à un moment donné ou qu'ils restent dans le droit chemin ou pour les aider aussi au niveau scolaire. Les animateurs socioculturels, ceux qui travaillent dans les maisons des jeunes, qui font de l'animation, qui occupent les jeunes, qui font des activités sportives. L'important, c'est plus on occupe les jeunes, moins ils s'ennuient, moins ils auront tendance à faire des bêtises. C'est pour ça qu'on ouvre des lieux, on ouvre des maisons des jeunes, qu'il y a des activités sportives, que pendant l'été, on fait beaucoup plus d'activités pour occuper les jeunes, notamment les mineurs, hein, au départ. Il y a beaucoup plus d'activités pour les mineurs que pour les majeurs. Les éducateurs de la prévention spécialisée, il n'y en a pas dans toutes les villes, ils dépendent du conseil départemental. Ils ne dépendent pas du maire. Hein. Parfois, il y a des villes où les éducateurs de la prévention spécialisée sont municipales, c'est-à-dire que c'est la municipalité qui les a embauchés et qui les paye. Mais en général, dans la plupart des villes de France, ils sont financés, donc gérés par le conseil départemental. Et donc, ils travaillent sur un quartier, ils travaillent sur une ville, ils peuvent travailler sur plusieurs villes en même temps. Souvent, ils s'occupent des jeunes, parfois c'est jusqu'à 17 ans, il y a des villes jusqu'à 25 ans. Donc, les diplômes pour être éducateur spécialisé, il y a souvent moniteur éducateur ou il y a éducateur spécialisé. Il y a 3 ans d'activité, quoi. Sauf des personnes qui ont déjà une expérience, ils peuvent faire 1 an et devenir éducateur spécialisé, quoi. Donc, c'est souvent des associations de prévention spécialisées qui travaillent dans les villes, quoi. Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est faire une petite différence. La différence, c'est que les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, qu'on appelle la PJJ, ils sont dirigés par la justice. Hein, donc, ils dépendent du ministère de la Justice. La différence avec les éducateurs spécialisés, c'est que les éducateurs de la prévention spécialisée peuvent s'occuper de n'importe quel jeune sur une ville. Dès qu'ils voient qu'un jeune ne va pas bien, qu'il y a des problèmes psychologiques, des problèmes au niveau scolaire, des problèmes dans la famille, des problèmes de délinquance, ils peuvent aller rencontrer le jeune, à condition que le jeune soit volontaire en même temps. Tandis que les éducateurs de la PJJ
ils sont envoyés auprès des jeunes à la demande du ministère de la Justice. C'est-à-dire le juge ou le procureur demande, je vous demande de s'occuper de ces jeunes-là. Il ne s'occupe que des mineurs, hein, la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, ils travaillent sur mandat judiciaire. Ils ne s'occupent que des jeunes que le juge leur a demandé. En même temps, les éducateurs de la PJJ travaillent en milieu carcéral auprès des mineurs. Vous voyez, c'est la différence. Donc, les éducateurs de la PJJ, il y en a beaucoup moins que la prévention spécialisée. Les services sociaux, c'est ce qu'on appelle, par exemple, les assistantes sociales. Souvent, ils sont basés dans les CCAS ou dans d'autres associations qui dépendent du conseil départemental. Donc, les services sociaux, soit c'est le CCAS qui fait partie de la ville, rattaché à la mairie, soit c'est les circonscriptions d'action sociale qu'on appelle les assistantes sociales, sont rattachées au département, comme les éducateurs de la prévention spécialisée. Donc, ils s'occupent par rapport au RSA, les familles qui sont surendettées, les familles qui ont des problèmes avec leurs enfants, des choses comme ça. Donc, ils s'occupent des familles et des enfants à ce niveau-là, quoi. Les médiateurs, bon, on en parle là, vous faites partie des acteurs de la prévention. Les médiateurs ont un rôle important. Il n'y en a pas dans toutes les villes. Tout à l'heure, je vais vous donner un petit peu la fonction du médiateur. Donc, ils font partie des acteurs de la prévention. Il n'y en a pas dans toutes les villes. Parfois, ils sont affectés. C'est une association indépendante. Il y a des médiateurs municipaux qui sont rattachés à la ville, mais il y a aussi des médiateurs qui font partie d'une association, qui sont en partie financés par les villes, mais par d'autres financeurs aussi, quoi. Et les associations, dans chaque ville, les associations font un grand boulot de prévention. Heureusement qu'il y a des associations. Ça, c'est n'importe quel habitant peut monter une association. À partir du moment qu'on est 2 ou 3 personnes, on crée une association qui est reconnue après au niveau de la préfecture. Et à partir de là, on peut monter des actions dans sa ville, quoi, au niveau des associations. Donc, on travaille dans les villes, on travaille beaucoup aussi avec le milieu associatif. Et les habitants, beaucoup d'habitants, même s'ils ne sont pas en association, font aussi de la prévention. Il y a beaucoup d'habitants qui agissent sur leur quartier. Quand ils voient des problèmes en bas, ils agissent. Il y a des habitants qui peuvent faire des activités bénévoles sur leur quartier ou sur la ville où ils sont, quoi. Les habitants sont des partenaires à part entière. Des questions là-dessus, Sandrine? Tu t'es endormie? Non, non, je remets le son. Il n'y a rien? Donc, au niveau du chat, il n'y a pas de questions, mais on peut maintenant ouvrir les… Tu as terminé ta première partie? Je n'ai pas fini. Hein, de toute façon, le PowerPoint est long. Hein. C'est très technique, hein, mais c'est très, très important de savoir toutes ces choses-là. Pour savoir où se place le médiateur à ce niveau-là, quoi. Il faut savoir surtout travailler avec tous les partenaires, savoir le rôle de chaque partenaire, quel est le travail de ce partenaire-là, quelles sont ses limites, quand le médiateur reçoit un jeune, qui rencontre un jeune, il sait l'orienter. Soit c'est un jeune qui s'ennuie, qui aimerait faire des activités, on peut les envoyer vers les associations ou les animateurs socioculturels. Soit c'est un jeune qui a des difficultés, qui a des problèmes et autres, on peut l'orienter vers les éducateurs de la prévention spécialisée. Ou si c'est des problèmes aussi avec sa famille, on peut les orienter vers les services sociaux. Vous voyez, l'important, c'est que les médiateurs sachent où envoyer les personnes suivant leurs problématiques. Donc, il est important que les médiateurs ont la liste de tous les partenaires, le rôle de chacun, les numéros de téléphone, c'est important. Comme ça, quand il y a quelqu'un qui vient le voir, il sait où l'orienter à ce moment-là. Mais donc, les médiateurs ont une place très, très importante parmi tous ces partenaires, quoi. Mais comme il peut aussi, à un moment donné, rencontrer la police ou la gendarmerie s'il y a besoin. Par exemple, les policiers ont arrêté un jeune. Eh bien, ils peuvent dire, oui, ce jeune, je le connais, je connais sa famille, je connais ses difficultés. Donc, c'est important. Plus les policiers connaissent un petit peu le public avec qui ils ont des difficultés, et plus les policiers, au bout d'un moment, ils peuvent adapter leur type d'intervention auprès de quoi. Moi, c'est bien, je n'ai pas de questions de la part des autres auditeurs, mais moi, j'ai une question. Je peux te la poser? Tu n'es pas médiatrice? Non, mais je suis formatrice. Donc, moi aussi, je fais de la prévention quand j'accompagne les publics très éloignés de l'emploi et que je les accompagne pour régler des problématiques sociales. Et voilà. Alors, si tu peux revenir sur ton diapo qui concerne la mesure tout au début, peut-être 3e diapo, comment mesurer l'insécurité. Oui, voilà. Oui. Alors, tu vois, tu t'indiques à juste titre qu'il y a la détection des phénomènes. Oui. Et là, tu as évoqué que la manière dont on pouvait effectivement repérer les acteurs repèrent
Ah oui, oui, voilà, le rôle des médiateurs est très important. Et en fait, ma question, c'était, alors autant la ligne du dessus, les statistiques policières, judiciaires, ça c'est très quantifiable Oui, quand oui, ça, ça oui. est, hein, tu l'as bien indiqué, par une main courante, par une plainte, mais comment sont enregistrées la détection des phénomènes? Parce que moi, je peux, en tant qu'habitant d'un quartier, dire, bah, tiens, je remarque ça en termes d'insécurité, en termes de prévention. Mais comment ça se traduit par du quantitatif? Je ne sais pas En si ma général, tous question. les acteurs qui travaillent sur la ville détectent des problèmes. Par exemple, les médiateurs, ils remontent à leur équipe. Tiens, aujourd'hui, j'ai rencontré, il y avait une voiture qui a brûlé. Ah bah, j'ai vu une bagarre. J'ai entendu parler qu'il y a eu un cambriolage, il y a eu des choses comme ça. Donc, ils remontent ça à leur chef de service et le chef de service remonte ça dans les réunions avec les partenaires. Et au bout d'un moment, tout le monde relève des choses. Par exemple, le bailleur, il relève qu'il y a toujours des jeunes qui sont dans les halls d'immeubles. Il y a toujours des incivilités. C'est-à-dire que tous les acteurs remontent au coordinateur. Tu sais, je vous ai dit qu'il y a le coordinateur qui s'occupe de tout ça. Il remonte tous les éléments. Parce que ça ne rentre pas dans les statistiques en même temps. Ça rentre pas forcément. Quand il y a eu des bagarres ou il y a eu parfois des disputes, si la police n'est pas intervenue, s'il n'y a pas eu de plainte, ça ne peut pas rentrer dans les statistiques. Par contre, ça peut être détecté par les acteurs. Ils peuvent détecter qu'il y a eu des carreaux cassés, des choses comme ça. Et chaque acteur remonte ces éléments au coordinateur. Et ce coordinateur, comme ça, il a tous les éléments. Voilà ce qui s'est passé toute la semaine. La police, voilà les statistiques de la police, voilà ce qu'ont détecté les balles de bailleurs, voilà ce qui s'est passé dans les bus, voilà ce qu'ont dit les médiateurs, voilà ce qu'ont dit les animateurs, voilà ce qu'ont dit dans les écoles, c'est les bagarres qu'il y a dans les écoles ou les dégradations. Enfin, tout le monde remonte ces éléments au coordinateur. Comme ça, à la fin de la semaine, le coordinateur, il a tous les éléments qui se sont passés, aussi bien les problèmes de délinquance, les incivilités, y compris le tapage nocturne. Ça permet aussi d'avoir beaucoup d'éléments là-dessus. Donc tout le monde, c'est le rôle de chacun de remonter les problèmes. De contribuer, tout le monde contribue, il y a une contribution collective à cette détection. Ok. Tout le monde y participe, c'est ce qu'on appelle. C'est pour ça que comme ce sont les médiateurs qui sont le plus sur le terrain de n'importe quel acteur, donc régulièrement, il faut qu'ils notent à chaque fois. Parce que ça veut toujours dire quelque chose. Imaginez qu'il y a une bagarre devant une école. Les médiateurs le remontent. Il est très important de le signaler parce que peut-être que le lendemain, il va y avoir une grosse bagarre parce que les jeunes vont se venger. Tandis que si on a remonté ça, on dit attention, il y a une bagarre avec un tel, les jeunes vont sûrement se venger. Demain, il va se passer quelque chose. Donc, on prévient. On prévient les éducateurs, on peut prévenir la police et tout ça. C'est-à-dire que le lendemain, on sait qu'il risque d'avoir quelque chose. Donc, voilà, ça permet aussi parce que plus on va détecter, plus on va prévenir, moins il y aura des risques derrière d'émeutes en même temps, quoi. Ok, c'est un travail de veille permanent. C'est un travail de veille et ceux qui sont vraiment en première ligne, ce sont les médiateurs. C'est pour ça que ayez toujours un carnet, puis notez ce qui se passe, notez les problèmes qu'il y a, les choses comme ça. Même quand vous voyez un jeune qui ne va pas bien, qui est en danger, que vous voyez un jeune qui a 10 ans qui est dans la rue, à 22 heures, ce n'est pas normal. Donc, il faut le signaler. Vous le signalez à votre chef de service, et le chef de service le signalera peut-être aux services sociaux, aux éducateurs, parce que peut-être il va se passer quelque chose de très grave. Sachez que vous savez que s'il se passe des choses dans une ville et que vous ne dites rien, vous avez une part de responsabilité. Parce que vous le saviez, vous n'avez rien dit. Donc l'important pour vous couvrir, les médiateurs, c'est de le remonter à vos chefs de service et vos chefs de service savent quoi en faire en même temps, quoi. Merci Yazid pour ta réponse. Il y a une réaction suite à une déconnexion. Francine dit je voulais dire qu'en Alsace, il faut 7 personnes pour avoir une association. Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. À partir de 2 ou 3 personnes, on peut monter une association. Non, c'est 2 ou 3 personnes. Il faut un président, un trésorier, un secrétaire. En Alsace, je confirme parce que j'ai créé mon association. En Alsace-Lorraine, il faut 7 personnes pour créer une association. Ah, c'est peut-être l'Alsace-Lorraine alors, mais ailleurs. Oui, ailleurs, c'est pas ça. Mais en Alsace, il faut 7 personnes. Ah, parce que je ne connais pas les règles de l'Alsace-Lorraine. C'est bien pour ça que j'ai dit. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut les 7 personnes? Est-ce qu'il y a un président, un trésorier, un secrétaire? Ah, ça, je ne savais pas, ça. Oui, c'est bien pour ça que j'ai précisé en Alsace. Parce que dans la France entière, on peut faire avec une personne. Mais en Alsace, on est automatiquement obligé d'avoir 7 personnes pour créer une association. Ah, je connais, c'est pas les règles. Voilà, c'est ça. Ah ouais. C'est la France, l'Alsace ou pas? Est-ce que Yazid, tu peux reprendre le fil maintenant de Oui, j'y vais. Parce qu'il est long ce PowerPoint. Hein, donc, Bon, le maire est responsable de l'animation sur le territoire de sa commune de la prévention de la délinquance. Quand
c'est très important que vous le sachiez, quand il y a des problèmes de délinquance dans la ville, le premier à interroger, c'est le maire, parce que c'est lui l'animateur et c'est lui qui met en place la politique de prévention de la délinquance. C'est le maire en même temps. Donc, n'importe quel habitant peut dire, mais souvent les habitants ne le savent pas, il faut demander au maire, quelle est, monsieur le maire, votre politique de prévention de la délinquance dans votre ville? Il y a des problèmes dans le quartier, qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire? C'est à lui de rendre des comptes. Le maire est le garant de la tranquillité publique, tandis que l'État, à travers la police nationale, est garant de la sécurité publique. C'est la différence. Hein. Et le bailleur est garant de la tranquillité résidentielle. C'est-à-dire le bailleur gère par exemple un immeuble, il est garant quand même que dans son immeuble, ça va bien se passer. Les gens payent un loyer pour être tranquilles. Donc le premier des personnes qui a des comptes à rendre, c'est le bailleur à ce niveau-là. Après, le bailleur est en difficulté, on le voit bien. Donc il demande à la ville et à l'État d'intervenir sur son territoire. Donc il donne l'autorisation à la police et à la ville d'intervenir dans ces immeubles. C'est lui qui donne l'autorisation. Hein. C'est comme pour dans un appartement, la police, il faut par exemple un mandat de perquisition, et ben c'est pareil. Le bailleur donne une autorisation aux policiers de rentrer dans les halls d'immeubles, dans les cages d'escalier en même temps. Quoi. Et le maire est aussi agent de l'État, c'est-à-dire sous l'autorité du préfet. Sachez que si le maire il fait mal son travail, le préfet peut intervenir à la place du maire. Hein, parce que le préfet, c'est lui le garant de la sécurité publique au niveau de tout le département. Quand il y a des problèmes dans une ville, le maire a peut-être des comptes à rendre au niveau de ses citoyens, mais au niveau de l'État, au niveau du ministre, c'est le préfet. C'est pour ça que c'est souvent les préfets. Quand il y a beaucoup de problèmes dans une ville, les préfets sont parfois limogés. C'est le préfet qui prend au niveau de l'État. Donc c'est pour ça que c'est le préfet qui met la pression à la police et puis au maire de bien faire leur travail. Quoi. L'important, c'est de voir quelle est la responsabilité des uns et des autres. On continue la mise en place du Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance. Donc, je dis qu'un conseil local, c'est une réunion qui a lieu à peu près une fois par an, parfois 2 fois par an, où on met tous les acteurs autour de la table pour parler des problèmes qu'il y a eu sur la ville et que les élus, à ce moment-là, ils prennent la décision. Voilà la priorité de la ville. Les élus donnent les priorités. La stratégie, c'est un document écrit où c'est marqué exactement dessus ce que fait la ville par rapport à la prévention de la délinquance. C'est un document que vous pouvez avoir, que vous pouvez le demander à la mairie, mais vous verrez qu'en général, les mairies ne vous le donnent pas. Alors que normalement, ils doivent vous le donner. Mais souvent, ils ne vous le donnent pas parce que c'est souvent très politique. C'est un document public que n'importe quel habitant peut demander. Est-ce que vous pouvez me donner le document où il y a la stratégie territoriale de sécurité? Parfois, il y a des villes, c'est marqué sur Internet. Hein, ils l'ont parce que dedans, c'est marqué tous les chiffres, c'est marqué les statistiques, qu'est-ce qui s'est passé l'année, c'est marqué le rôle de tous les acteurs, c'est marqué quelles sont les priorités de la ville. Donc, vous voyez, c'est marqué dans quel territoire où il y a le plus de problèmes de délinquance et autres. C'est un document écrit où tout est dessus en même temps, tout est écrit. Moi, quand j'interviens dans une ville, je demande souvent ce document, comme ça me donne beaucoup d'éléments sur la ville. Vous pouvez le demander, peut-être que vos chefs de service, ils les ont, hein. Parce qu'en général, les médiateurs font partie du Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance. Mais souvent, c'est vrai, les médiateurs de terrain ne sont pas présents, ce qui est dommage, vraiment, c'est ce qui est dommage. Et c'est souvent les chefs qui vont dans ces instances. Ça veut dire que les médiateurs de terrain ne savent pas parfois quelle est la politique, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va mieux sur la ville, quels sont les faits les plus importants. Ou alors, les chefs de service font une réunion d'équipe avec tous leurs médiateurs. Ils disent, bon, voilà, j'ai participé à la réunion. Voilà ce qui s'est dit, voilà ce qui se passe. Voilà les priorités de la ville. C'est important qu'à un moment donné, les chefs redescendent un petit peu toutes les informations qu'ils ont eues. Parce que plus on est informé et plus on fera du bon travail. Les groupes de travail et d'échange. Donc, quand on sait à peu près, quand il y a les réunions des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, les élus décident de mettre en place un groupe de travail sur une problématique. Par exemple, on peut monter un groupe de travail sur les rapports entre les jeunes et la police. C'est très compliqué, il y a souvent des problèmes entre les uns et les autres. On va monter un groupe de travail avec différents professionnels, y compris des habitants, sur le problème des jeunes face à la police. Et derrière, on va mettre des préconisations. Voilà ce qu'il faut faire dans notre ville si on veut que ça s'améliore. On peut monter un groupe de travail sur le trafic de drogue. On peut monter un groupe de travail sur l'échec scolaire. On peut monter un groupe de travail sur les 100 ans de prison, parce qu'on s'aperçoit que la plupart des jeunes qui sortent de prison récidivent. Or, il est important sur la ville, si on veut qu'ils ne récidivent pas, peut-être qu'on devrait faire un travail
à chaque fois qu'il y a un jeune qui sort de prison, qu'il soit bien reçu par les acteurs, les médiateurs, les animateurs et autres, et qu'on puisse faire un travail à ce niveau-là. On peut faire un groupe de travail sur l'échec scolaire, c'est-à-dire aider les jeunes au niveau scolaire. On peut faire un groupe de travail sur les violences faites aux femmes. On peut faire un groupe de travail sur la parentalité. On s'aperçoit que les familles sont souvent en difficulté avec leurs enfants. Et ben on va monter un groupe de travail avec plusieurs acteurs qu'on va inviter et réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les relations entre les parents et puis leurs enfants. Vous voyez, ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que le conseil local de sécurité, les groupes de travail. C'est à partir de là qu'on va travailler sur une problématique sur les villes. Les médiateurs, vous pouvez vous-même faire une proposition. On aimerait qu'on monte un groupe de travail sur quelque chose. On peut monter même un groupe de travail sur le partenariat pour améliorer le partenariat entre les acteurs. À chaque fois qu'il y a un problème, on peut monter un groupe de travail. Et l'important, c'est de mettre plein de personnes ensemble et on réfléchit ensemble sur les problèmes et on réfléchit ensemble sur des actions à mettre en place. S'il y a des questions au fur et à mesure, vous me dites quand même. Hein. Je continue un peu. Il n'y a pas de questions pour l'instant, Yazid, c'est bon. Je continue. Je vous mets quelques outils que le maire a à sa disposition et qu'il peut mettre en place. J'y vais un par un. Le rappel à l'ordre. Je prends un exemple, ça c'est le maire qui a des outils à sa disposition par rapport à la délinquance. Je prends un exemple, des jeunes qui font du bazar le soir, qui font du bruit, qui emmerdent tout le monde, des choses comme ça. Le maire, de par la loi, a le droit de recevoir le jeune. Il le reçoit une convocation, hein, reçue, c'est-à-dire on le convoque, on écrit un courrier chez lui, on dit « Monsieur, vous êtes convoqué à la mairie », il est reçu avec le maire, les élus, il peut avoir des éducateurs, il peut avoir le responsable de la médiation, et on écoute « Monsieur, à chaque fois, il y a eu des plaintes contre vous, et les gens en ont marre de vous, vous foutez le bazar, vous faites du bruit, tout ça. » Vous voyez, c'est une explication en même temps, et on pense que quand il est reçu comme ça d'une manière officielle par le maire et par les élus, par plusieurs personnes, c'est très officiel. Le jeune peut-être, ou le jeune ou l'adulte, hein, ça peut être un adulte, on demande des explications. Vous voyez, quand c'est solennel, on s'aperçoit que la personne peut avoir un autre comportement, puis elle décide après, excusez-moi, c'est vrai que j'ai fait ça et tout ça, et je ne le referai pas. Vous voyez, au bout d'un moment, c'est une façon à un moment donné de. Donc le maire a la possibilité de recevoir des habitants ou des jeunes qui foutent le bazar. Quand ce sont des mineurs, le rappel à l'ordre se fait avec leurs parents. C'est-à-dire qu'ils reçoivent une convocation à la mairie, c'est-à-dire on vous reçoit parce que il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de vous parce que vous faites trop de bruit, parce qu'on vous a vu en train de faire des incivilités, ou vous faites des dégradations. Donc ils peuvent être reçus à la mairie pour ça, quoi. Vous voyez. Le conseil pour les droits et devoirs des familles, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, par exemple, il y a des enfants qui ont 12 ans qui sont dehors tard le soir. Il y a des enfants on s'aperçoit que leurs parents s'occupent mal de leurs enfants. Donc les parents, le maire reçoit les parents avec leurs enfants et essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre famille. Qu'est-ce qui fait que vous avez des problèmes avec vos enfants. C'est très important aussi parce que le maire peut prendre une décision avec les assistantes sociales, avec les médiateurs, avec les éducateurs. On va vous aider par rapport à ça. Que les parents disent oui, c'est vrai que je suis en difficulté avec mes enfants, j'ai du mal à les tenir depuis que j'ai plus de travail ou que j'ai divorcé, j'arrive plus à tenir mes enfants. Donc, j'ai besoin d'aide. Et donc, ça permet aussi à ce moment-là que le maire demande aux services sociaux, aux médiateurs, aux éducateurs d'aider cette famille en difficulté. Vous voyez, c'est une façon dont on reçoit la famille qui est en difficulté et peut-être qu'on peut trouver des solutions pour pouvoir aider sa famille. Vous voyez, ça se fait au niveau de la mairie. La transaction, c'est un outil du maire. Imaginez qu'un jeune a dégradé quelque chose qui appartient à la ville. Il a dégradé, il a brûlé une poubelle, des choses comme ça. S'il n'y a pas eu de plainte, le maire peut proposer, OK, le jeune, tu as dégradé, on te demande de réparer ce que tu as dégradé. Ou alors, pendant une semaine, tu vas tondre les pelouses avec la mairie, avec les services municipaux. Ça permet de réparer ce que tu as fait. Vous voyez, la personne a dégradé, il fait une réparation. Ce n'est pas du délit, hein. C'est du contrat, ce qu'on appelle une contravention en même temps. Donc, c'est-à-dire, au lieu de porter plainte ou des choses comme ça, le maire a la possibilité de demander à la personne qui a dégradé quelque chose de le réparer. Mais même s'il ne répare pas cette chose-là, il va travailler gratuitement pour la municipalité. Et c'est une transaction. Ça peut se faire si la personne est volontaire. C'est-à-dire, OK, d'accord, j'ai dégradé, on ne va pas poser plainte, on ne va pas appeler le procureur de la République. Par contre, on vous demande de faire… ça ressemble un peu à des tiges. Mais là, c'est au niveau de la ville. La ville peut demander à la personne soit de réparer ce qu'il a cassé, soit vous allez faire un travail pour la commune. Ça permettrait de réparer un petit peu ce que vous avez fait. C'est une possibilité que le maire a.
Autre outil du maire, l'accompagnement parental, c'est-à-dire que quand des parents sont en difficulté avec leurs enfants, ils peuvent être reçus à la mairie et le maire appelle le président du département, parce que c'est lui qui, quand même, le président du département dirige quand même les services sociaux puis la prévention spécialisée. Il va trouver un professionnel qui va accompagner cette famille. Hein, c'est un accompagnement qui peut durer 3 mois, 6 mois. Souvent, au maximum, c'est 6 mois pour accompagner la famille qui a parfois des difficultés avec son enfant, quoi. La saisine de l'action sociale, c'est-à-dire que quand il y a un problème dans une famille, le maire peut lui-même appeler le département, le président du département pour dire, et les services sociaux, il dit voilà, on a des problèmes avec cette famille, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Vous voyez, donc, c'est-à-dire que c'est le maire qui appelle lui-même le département. Le juge des enfants, le maire a la possibilité d'appeler la justice, le procureur de la République ou le juge des enfants pour dire voilà, on a constaté qu'il y avait ça dans cette famille, on a constaté qu'il y a des jeunes qui se comportaient mal, donc voilà, on vous demande de faire quelque chose par rapport à la famille. Vous voyez, le maire a la possibilité aussi de prévenir la justice, quoi. Et l'action du maire dans le champ policier et judiciaire, je prends un autre exemple, le commissariat de police peut appeler le maire régulièrement, et le maire peut l'appeler, il dit voilà, on a arrêté hier soir cette personne-là, on l'a mis en garde à vue. C'est-à-dire que le maire sait dans sa ville quelles sont les personnes qui ont commis des délits ou des crimes. C'est-à-dire que aussi bien le juge, le procureur de la République, que les policiers peuvent appeler la mairie ou le maire peut appeler la police ou la justice pour dire voilà, on a arrêté un tel, pour que le maire sache quelles sont les personnes qui commettent des délits ou quelles sont les personnes qui ont commis des crimes ou qui ont fait des viols. Le maire peut être au courant de ça en même temps. Soit c'est la police ou la justice qui appelle le maire, soit le maire peut appeler la police ou la justice pour dire que, voilà, ça permet au maire d'avoir aussi des informations importantes à ce niveau-là, quoi. Bon, les outils, observateur de la sécurité, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Souvent, moi, je donne des cours là-dessus à l'université, c'est quand même au niveau master, quoi. Donc, l'observateur de la sécurité, c'est-à-dire qu'on sait dans une ville le nombre de cambriolages, le nombre de braquages, le nombre de viols, le nombre de jeunes dans l'échec scolaire. Ça permet d'avoir des éléments. On sait que la plupart des cambriolages sur la ville, par exemple de Strasbourg, se passe souvent entre 17h et 20h. Vous voyez, on peut noter. Ça se passe souvent en été. C'est souvent des mineurs, c'est souvent des majeurs, c'est souvent des jeunes qui habitent dans ces quartiers-là. Vous voyez, plus on a des éléments sur les problèmes de violence ou de délinquance, plus ça nous permet d'agir autrement. On sait que dans ce quartier-là, c'est là qu'il y a plus de problèmes de vol de voitures. Ou on sait que c'est dans ce quartier-là où il y a le plus de trafic de drogue. Ça permet d'avoir plein d'éléments et après, on envoie ça aux partenaires. Par exemple, on envoie un médiateur. Voilà, on vous demande d'intervenir dans ce quartier puisque c'est dans ce quartier où il y a le plus de problèmes. Vous voyez, l'observatoire, ça permet d'avoir plein d'éléments. On sait le nombre de personnes qui sont en prison. Quel âge ont les personnes de Strasbourg qui sont en prison? Est-ce que c'est plus des mineurs ou des majeurs? Est-ce que c'est plus des filles ou des garçons? Est-ce que c'est plus des gens qui habitent ces quartiers-là ou pas? Vous voyez? Donc, plus on a des éléments là-dessus, plus ça nous permet d'agir autrement, quoi. L'observatoire de la sécurité. La cartographie, c'est une carte de la ville et on note sur la carte, c'est un logiciel informatique, hein, on note l'endroit où il y a les dégradations, le nombre de voitures qui a brûlé, les jeunes qui sont dans les halls. C'est-à-dire on a la carte et on sait exactement où se passent tous les faits délictueux sur la ville. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un nouveau fait délictueux, le coordinateur, il le met sur l'endroit où ça s'est passé et comme ça, on a la carte de tous les endroits sur la ville où il y a des problèmes. On peut noter, par exemple, dans un endroit où sur cette route-là, les gens roulent trop vite en voiture. Et c'est à chaque fois à cet endroit-là. Donc, la ville peut dire, tiens, moi, je veux mettre des policiers ici, ou je veux mettre des dodanes, ou je veux mettre un radar. Vous voyez, ça permet d'agir de cette manière-là. On s'aperçoit que dans cette ville, il y a beaucoup de cambriolages. Et le maire, il demande au commissaire, j'aimerais qu'il y ait plus de policiers qui tournent dans ce quartier. Vous voyez, ça permet, plus on a ces éléments-là, et plus on peut agir de cette manière. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes le soir qui font des problèmes dans les halls d'immeubles. Le maire va demander au médiateur d'intervenir plus souvent dans ce quartier-là. Vous voyez, la cartographie, c'est de la carte de tous les faits délictueux qu'il y a sur la ville. C'est automatique, hein. À chaque fois que quelqu'un remonte un élément, le coordinateur, il le met exactement à l'endroit où ça s'est passé et ça permet d'avoir tous les éléments où se passent les choses sur la ville, quoi. La cellule de veille, c'est des termes aussi très techniques. C'est une réunion qui a lieu, par exemple, une fois par semaine dans une ville.
Souvent, ce ne sont pas les médiateurs qui sont présents, ce qui est dommage encore, c'est souvent les chefs, c'est souvent les responsables de la prévention, le directeur du service jeunesse. Ils se réunissent une fois par semaine pour noter les problèmes qu'il y a eu pendant toute la semaine. Et dire, oui, cette semaine, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bagarres avec la police, il y a eu du trafic de drogue, il y a eu des incivilités, il y a eu des bagarres entre bandes. Ça permet d'avoir plein d'éléments toutes les semaines. Et ça permet que, voilà, bon, il s'est passé ça toute la semaine dernière, et bien cette semaine, voilà comment on va travailler, nous, par rapport à ça. Donc, vous voyez, toutes les semaines, il y a une réunion avec le commissaire de police, avec un élu, avec le responsable de la prévention spécialisée, avec le responsable des médiateurs. Ils se réunissent ensemble une fois par semaine, ça dure pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Ils notent comment s'est passée la semaine. Et ça permet la semaine prochaine d'agir peut-être autrement. La cellule de crise, c'est imaginer qu'il y a une émeute dans une ville. Tout de suite, il faut réunir tout de suite les acteurs principaux pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que si on n'arrive pas à gérer cette crise-là, ça risque d'être beaucoup plus grave plus tard. C'est comme la crise sanitaire. Il y a eu tout de suite une réunion, il a réuni les principaux ministres, il a réuni le conseil scientifique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et à partir de là, ils ont pris des décisions. Et ben, c'est pareil dans une ville. Quand il y a un moment donné, il y a quelque chose de grave, même s'il y a un tremblement de terre dans la ville, où il y a un grand feu, où il y a des émeutes, on réunit des personnes, on sait déjà lesquelles, on avait déjà leur numéro, y compris leur numéro de portable, on se réunit tout de suite pour voir, voilà, il s'est passé ça il y a 1 heure, qu'est-ce qu'on peut faire? Imaginez que les policiers courent après un jeune et le jeune meurt. On sait bien qu'il peut avoir dans quelques heures des émeutes. Bah, tout de suite, on réunit la cellule de crise. Voilà, il s'est passé ça, il risque d'avoir des émeutes. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Voyez, on demande à tous les médiateurs, les animateurs, la police et tout ça d'aller tout de suite sur le terrain pour essayer de faire quelque chose. Chacun dans son rôle. Vous voyez, cellule de crise, il s'est passé une crise. Tout de suite, on fait quelque chose pour réagir, quoi. Plus on va réagir vite, plus on va éviter que ça déborde. Ça s'appelle la cellule de crise. Donc, vous pouvez en faire partie, les médiateurs. À vous aussi de demander à vos chefs d'y participer parce que vous avez les éléments. Parfois, les médiateurs ont des fois plus d'informations que leurs chefs. Donc, c'est pour ça qu'il est important que les médiateurs puissent en faire partie. Le GLTD, non, c'est un peu plus compliqué. C'est le groupe local de traitement de la délinquance. Le président du GLTD, c'est le procureur de la République. C'est-à-dire que, imaginez qu'il y a un gros trafic de drogue dans la ville. Le GLTD, on va réunir tout de suite des policiers, le juge et tout ça pour intervenir par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire c'est des gros incidents qui se sont passés et on ramène beaucoup de policiers à ce moment-là pour essayer de faire quelque chose pour calmer les choses à ce niveau-là. La police municipale, on en a parlé. Bon, c'est le maire qui gère la police municipale. Bon, il y a des polices municipales qui sont armées, d'autres non. Il y a des policiers qui travaillent jusqu'à 18 heures. Il y a des policiers qui travaillent jour et nuit. Il y a 24 heures sur 24. La vidéosurveillance, ça c'est à la mode en France. Il y en a de plus en plus dans les villes. C'est géré par la police municipale. La police municipale installe, par exemple, le maire demande d'installer des caméras vidéosurveillance. Et il y a une salle au niveau de la police municipale ou ailleurs où il y a toutes les caméras. Où il y a des policiers, leur boulot, c'est de regarder ce qu'il y a dans les caméras. Sachez qu'il y a des villes où il y a des policiers qui regardent 24 heures sur 24 les écrans, mais il y a des villes où il n'y a personne qui regarde, mais c'est enregistré. Et c'est enregistré et ça s'efface normalement au bout d'une semaine. Si c'est rien passé, ça s'efface automatiquement et ça réenregistre de nouveau. Imaginez qu'il y a eu, par exemple, une attaque à main armée, ça a été enregistré. Donc, la police va regarder, elle envoie ça, par exemple, à la police nationale ou au juge, et comme ça, ils auront des éléments qui ont été filmés. Sachez que moi, je suis assez opposé à la vidéosurveillance parce que, d'abord, ça coûte très cher. Sachez que le prix d'une caméra vidéosurveillance, ça coûte 12 000 €. C'est le prix d'un demi-poste d'éducateur ou de médiateur. Moi, je préfère un médiateur dans une ville que de mettre une caméra. Or, il y a beaucoup de villes qui préfèrent ne pas avoir des médiateurs dans la ville, ils préfèrent mettre des caméras. Ça coûte très cher et ce n'est pas toujours efficace. Par exemple, des habitants qui voient une caméra, ils ne vont pas commettre un délit à côté de la caméra, ils vont se mettre un petit peu plus loin. Vous voyez, c'est l'effet plumeau. La caméra déplace la délinquance un peu plus loin. Mais parfois, il y a des moments donnés, les caméras on n'a plus identifié les personnes. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas complètement inutile. Bon, les médiateurs font partie aussi des outils du maire. Les médiateurs peuvent intervenir sur l'espace public. Je vais vous marquer tout à l'heure quelques missions des médiateurs.
La médiation, là, vous avez sûrement des cours, c'est créer des liens les uns entre les autres. Plus les gens se parlent, plus il y a de la communication, mieux ça va. L'important quand même des médiateurs, c'est améliorer le vivre ensemble. Yazid, Entre les habitants. Pardon? Yazid, Oui, Yazid. Oui, je peux m'arrêter. Ouais, s'il te plaît, sur les outils, Bacta voulait prendre la parole et Véro a aussi une prise de parole possible si elle le souhaite. D'accord. Bacta, vous pouvez remettre votre micro et votre caméra, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. En fait, il a répondu, Yazida, c'était pas par la transaction. Hein, j'avais demandé si justement cette transaction prenait la forme d'un tige. Hein, voilà. Non, non, ouais, c'est pas un tige. Hein. La tige, c'est la justice. La transaction, c'est le maire. D'accord. Non, c'est la différence. Mais par contre, si il y a eu une plainte, le maire ne peut pas, à partir du moment qu'il y a une plainte, le maire ne peut plus s'en occuper de l'affaire. Tant que c'est souvent du contraventionnel, c'est-à-dire que des jeunes commis par exemple des ordures, c'est-à-dire ils ont mangé au McDo, ils ont tout jeté par terre. C'est un exemple comme ça. Ils ont fait du bruit, ils ont dégradé par exemple un arrêt de bus ou des choses comme ça. C'est des petites incivilités que le maire se charge. Donc au lieu que ça soit transmis à la justice, mais en même temps le procureur est au courant que le maire va s'occuper de l'affaire. Donc il dit ce sont des petites incivilités. On va essayer de réparer nous-mêmes. On va demander aux jeunes, soit tu répares, soit tu vas travailler pour nous, et choses comme ça. Donc, vous voyez, alors que les tiges, c'est le juge qui met ça en place, quoi. Merci. Non. Pas, je continue. Hein. Non, attends, encore Véro, tu veux intervenir? Ah oui, Véro, c'est vrai. Oui, Véro. J'ai compris. Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un? Véro, ton micro, il fait une petite voix de souris, il ne fonctionne pas du tout. Il faudrait que tu te déconnectes et que tu te reconnectes. Ça fait comme la dernière fois. Désolée. Yazid, tu vas avancer et puis tu t'arrêteras après pour. Oui, je m'arrêterai s'il y a besoin, si elle reparle. Hein. Ouais. Ou alors, on va poser la question par écrit. Ok, ça marche. Je continue. Bon, on revient un petit peu sur les fondamentaux de la médiation. C'est créer des liens entre les uns et les autres. Plus les gens vont se parler, plus il y aura du dialogue et mieux ça ira. Le travail quand même des médiateurs, c'est améliorer la relation entre les jeunes et les adultes, mais entre les institutions elles-mêmes, parfois. Entre les jeunes puis les institutions, entre les jeunes puis les politiques, entre les adultes et puis les voisins. Donc, c'est tout ça, recréer du lien entre les uns et les autres. Ça, c'est le rôle vraiment des médiateurs. Faciliter la communication. Des fois, les gens ont du mal à communiquer ensemble, donc on facilite en même temps. Des adultes, parfois, ont du mal à parler aux jeunes, comme les jeunes n'aiment pas parler aux adultes. Donc, le rôle des médiateurs, c'est d'améliorer la relation. Pardon? Vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. C'est Véro. Oui, salut Véro. Je voulais juste reprendre deux petites choses par rapport à ce que tu as dit, parce que je trouvais ça important, et par rapport aux médiateurs, je trouvais ça important. Oui. Quand tu parles de justement ce dont vous étiez en train de parler, tu sais que par exemple sur Metz, il y a des services de médiation-réparation. Je pense qu'il y en a ailleurs aussi. Oui. Donc, ça peut intervenir soit parce que l'enfant a déjà été jugé, soit parce que ça passe simplement par le juge pour enfants, soit parce que ça passe par le maire. Mais ça, c'est important qu'ils le savent, qu'ils le sachent. Ah oui. Ouais. Une autre chose que je voulais aussi préciser, si tu veux, c'est quand tu parles que le maire peut avoir accès alors pour les jeunes aux substituts et puis pour les autres aux procureurs. Je trouve que c'est aussi important parce que les médiateurs le savent pas souvent. C'est-à-dire que quand ils rencontrent des gens et qu'il y a des difficultés, ils savent pas à qui s'adresser. Eux aussi, ils peuvent s'adresser aux substituts. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, oui. Ça, tu vois. Et puis, je trouvais aussi que c'était intéressant que tu leur dises. Je trouve que ils sont aussi partie prenante parce qu'ils font aussi des stats par rapport à ce que disait Sandrine tout à l'heure. On leur demande des comptes, ils ne savent pas toujours à quoi ça sert, mais ça sert à ce que tu as dit, c'est-à-dire à faire un tableau de la situation du quartier en tant que tel. Oui, il faut remonter à chaque fois les qu'on voit. Ouais. Voilà, moi c'était simplement ça, si tu veux, parce que je trouve que c'est très complet ce que tu dis, mais il faut aussi qu'ils puissent eux s'en servir. Donc je trouve que c'est intéressant qu'ils sachent qu'ils puissent aussi s'en servir. Ils sont une partie prenante comme le maire, comme n'importe qui. Oui. En même temps, il est très important quand même qu'ils ont des retours.
Parce que souvent, ils savent pas ce qu'ils font, on leur demande de remonter les choses comme ça. C'est pour ça qu'il est important que leur chef au-dessus et tout ça, même le coordinateur au niveau de la ville, redescendent des infos aux médiateurs pour les valoriser. Parce que ce qu'ils ont remonté, c'est super important. Donc, Oui. il est très important qu'ils puissent avoir des retours, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le lien qui est à travailler. C'est le lien qui est à travailler pour savoir à quoi. C'est ça que le partenariat est très, très important. Le rôle des médiateurs, c'est aussi d'améliorer le partenariat, rencontrer de temps en temps, aller voir les éducateurs, aller voir les animateurs, aller voir le coordinateur, aller voir les associations. Les médiateurs, leur rôle, c'est aussi d'aller voir tout le monde. Plus les médiateurs seront bien avec les partenaires, et plus ils auront des informations, et plus ils auront des retours. Parce que le travail des médiateurs est essentiel. Ouais, et plus ils sont valorisés, parce que c'est aussi… Ah oui, oui, tout à fait. Voilà, ouais. c'est aussi notre… Voilà, c'est tout. Je te laisse. Oui, tu prends la parole quand tu veux, Véronique. Non, ça va, mais c'est bon, c'était simplement… c'est par rapport à, si tu veux, à l'ensemble des médiateurs, parce que souvent, ils posent ces questions-là. Et comme tu donnes tous les éléments là, je trouve que c'est important qu'ils se les prennent, quoi. Tout à fait, bien sûr, oui. Ouais. Le troisième est aider à résoudre les conflits. Parfois, il y a des conflits, que les gens ne s'entendent pas entre eux. Le boulot, quand même, des médiateurs, c'est d'écouter les uns et les autres et de sortir du conflit. C'est important. C'est très, très important parce que si on ne résout pas le conflit, peut-être que le conflit peut déboucher sur de la violence. Donc, il est important, quand les gens ne s'entendent pas, pour éviter que ça dégénère, que les médiateurs puissent intervenir le plus tôt possible pour diminuer la problématique entre les uns et les autres. Parce que souvent, ça monte, et qu'à un moment donné, ça peut péter, quoi. Puis quand ça pète, ça peut devenir grave, quoi. Donc voilà les 3 grandes fonctions que peuvent avoir les médiateurs, quoi. Et puis les derniers, c'est la veille technique. Bon, ça, vous avez sûrement des formations là-dessus. Par exemple, vous voyez, par exemple, un endroit où il y a plus de lumière. Hein, il y a un ascenseur qui ne marche plus, il y a une chose qui est dégradée, il y a plein d'ordures par terre, des choses comme ça. Vous remontez. La veille technique, c'est de remonter ça au bon service, hein, soit à la mairie, soit au bailleur, soit au service technique, choses comme ça. Vous remontez ça permet que rapidement, ils vont pouvoir intervenir pour réparer ce qui a été dégradé. L'important, c'est que vous ayez des retours, c'est pareil. Parce que si vous prévenez, vous remontez ça, et puis rien n'est fait, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, je remonte ça, mais il n'y a rien qui se passe alors. Donc, il est important que derrière, les partenaires jouent le jeu, et puis réparent ce que vous avez répondu, quoi. Pour la prévention, ça, c'est des mots que vous allez peut-être entendre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La prévention sociale, c'est agir sur l'individu pour éviter de le remettre dans le droit chemin ou pour résoudre ses difficultés. Par exemple, un jeune en échec scolaire, on fait de la prévention pour qu'au bout d'un moment, il puisse réussir à l'école et pouvoir s'en sortir. Un jeune qui commence à faire des bêtises et tout ça, plus on intervient tôt, plus on pourra le remettre dans le droit chemin et plus on pourra intervenir. Faire la différence, parce que c'est des termes que vous entendrez souvent. Qu'est-ce que c'est que la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire? La prévention primaire, c'est d'intervenir sur n'importe quel individu, sur tout le monde, sur tous les jeunes. Les animateurs font de la prévention primaire, c'est-à-dire qu'ils interviennent sur tous les jeunes. La prévention secondaire, on intervient sur un public à risque. Parce que si on ne s'en occupe pas, ils risquent de dévier complètement. Donc, il y a des publics qui sont plus à risque que d'autres. Ce sont des jeunes qui sont en difficulté, qui ont peut-être des problèmes psychologiques, qui commencent à commettre des délits, des petites incivilités, qui sont dans l'absentéisme scolaire, qui n'écoutent pas leurs parents, des choses comme ça. Bon, donc, des jeunes qui commencent à nous échapper. Donc, vous voyez, on n'agit pas de la même manière avec la prévention primaire que la prévention secondaire, parce qu'on agit sur des individus qui sont perturbés, qui sont sûrement en souffrance, qui sont en difficulté, et si on ne s'en occupe pas, les choses vont s'aggraver, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut organiser des activités, on dit on va plutôt prendre les jeunes de la prévention secondaire. Au lieu de prendre, vous voyez, on ne travaille pas de la même manière avec les uns et les autres. Et la prévention tertiaire, ce sont des individus qui sont déjà dans un parcours, par exemple, délictueux, en même temps, vous voyez. On travaille sur des sentences de prison, des jeunes qui ont affaire à la justice, des jeunes qui ont commis des délits. Vous voyez, prévention primaire, on agit sur tout le monde. Prévention secondaire, on agit sur un public à risque. Et prévention tertiaire, on agit sur un public qui est déjà perturbé ou qui est déjà délinquant en même temps. Vous voyez, ce n'est pas la même chose, quoi. Quand on organise un séjour en vacances, on ne va pas animer de la même manière un séjour avec de la prévention primaire ou secondaire ou avec tertiaire. Quand on amène avec nous des jeunes qui commettent des délits, eh ben on ne va pas travailler de la même manière sur le lieu de vacances. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des risques à un moment donné, quoi. Vous voyez, on n'agit pas de la même manière, quoi.
Donc ça, c'est des termes importants à savoir parce que des fois, vous entendrez ce mot-là dans les réunions. Il est important que vous le sachiez, quoi. La prévention situationnelle, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce que c'est, c'est-à-dire on n'agit pas sur la prévention sociale, on agit sur l'individu. Tandis que la prévention situationnelle, on agit sur l'environnement pour que l'individu décide de ne pas passer à l'acte. Est-ce que vous avez compris le terme? Ouais. La prévention situationnelle. Après, si vous allez sur Internet, vous mettez le mot, vous verrez. C'est la grande différence entre la prévention sociale et la prévention situationnelle. Je prends un exemple. On fait tous de la prévention situationnelle. Je prends un exemple. Si vous ne voulez pas vous faire cambrioler chez vous, vous allez fermer votre porte à clé. Ça, c'est de la prévention situationnelle. On n'agit pas sur l'individu, mais on a fermé la porte. C'est-à-dire que si le cambrioleur voit que la porte est fermée à clé, il ne va peut-être pas passer à l'acte. Vous voyez, c'est ça. Je prends un exemple. Quand vous mettez une caméra de vidéosurveillance à l'entrée d'un magasin ou dans la rue, beaucoup de personnes ne vont pas passer à l'acte. Je prends un autre exemple. Sur la route, il y a des gens qui roulent vite en ville. Vous mettez un dos d'âne, les gens vont ralentir. Vous voyez, ça, c'est de la prévention situationnelle. La prévention situationnelle, on agit sur l'environnement. Je vais vous montrer quelques exemples. Vous allez voir un peu plus loin. Je continue puisque le PowerPoint n'est pas placé comme il le fallait, mais je vous explique que je reviendrai à la prévention situationnelle tout à l'heure. Bon, les axes de prévention. Quelles sont les structures de prévention? Bon, les structures de prévention, ce sont les structures d'animation socioculturelle, c'est-à-dire les gymnases, les maisons des jeunes, les centres sociaux. L'axe prévention, c'est aussi la mise en place de la prévention spécialisée, des éducateurs. Soutenir les associations, c'est-à-dire les associations ont des projets, il faut les soutenir. Et ça, souvent, c'est les soutenir financièrement. Souvent, les associations demandent de l'argent soit au département, soit à la région, soit à la ville. Et s'ils ont des financements, ils vont pouvoir monter les actions, donc ils vont pouvoir faire un travail de prévention. La prévention des conduites addictives, c'est les personnes qui consomment soit de la drogue, soit qui boivent de l'alcool en même temps. Donc, vous voyez, on agit un petit peu pour diminuer la consommation et peut-être arrêter la consommation, quoi. L'aide à la parentalité, c'est aider des parents qui sont en difficulté avec leurs enfants. L'axe dissuasion, conseiller de dissuasion, notamment pour le renforcement des moyens humains et de la sécurisation des espaces publics. J'explique. Dissuasion, c'est la police municipale. Dissuader, vous faites bien la différence avec prévention, c'est prévenir, éviter de. Dissuasion, c'est empêcher de. Vous voyez, c'est empêcher que les personnes passent à l'acte. Donc, dedans, c'est la police municipale. Ce sont les médiateurs. Les médiateurs, vous êtes plutôt dans l'axe dissuasion. On vous demande d'intervenir. Vous faites peut-être de la prévention, mais vous faites un gros travail de dissuasion. C'est pour éviter que les gens commettent un acte. Il y a des jeunes qui font du bruit dans un hall d'immeuble. On envoie les médiateurs. On préfère envoyer les médiateurs que la police parce que les médiateurs peut-être vont résoudre le problème. Ils vont dire aux jeunes de faire moins de bruit, d'aller ailleurs. Il y a des gens qui dorment, des choses comme ça. Essayez de sensibiliser. Il y a des jeunes puis des adultes qui ils ne s'entendent pas, les choses comme ça. Donc, ils vont retisser du lien entre les uns et les autres. Vous voyez, on est quand même dans la dissuasion, quoi. Le rôle des médiateurs sont plutôt dans la dissuasion, même s'ils font des actions de prévention. Et la prévention situationnelle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais revenir à la prévention situationnelle. C'est par exemple installer aussi des caméras. La résidentialisation, c'est par exemple, vous voyez que maintenant, dans les immeubles, ils ont mis des digicodes pour entrer dans les cages d'escalier, pour empêcher que les jeunes soient dans les halls, on met des digicodes. Mais sachez que les jeunes s'adaptent et au bout d'un moment, ils connaissent les codes, ils y rentrent, quoi. L'éclairage public, les gens ont peur qu'il n'y a pas de lumière, vous mettez de l'éclairage, ils auront moins peur. Souvent, dans les parkings qui ne sont pas éclairés, il peut y avoir plus de vols dans les voitures. Si le parking est éclairé, il y aura peut-être moins de vols. Vous voyez, on agit là-dessus. Et la sécurité routière, c'est toutes les actions qu'on met pour éviter les accidents de la route. L'axe répression, lutter plus efficacement contre la délinquance, renforcement des effectifs de police, les CRS, la BTS, la BAC. BAC, c'est Brigade Anticriminalité. Le GIR, c'est Groupe d'intervention régionale pour les gros trafics, des choses comme ça. La BTS, disons que c'est une police de proximité de droite. C'est les brigades territoriales de sécurité qui interviennent sur le territoire. Travail plus important que la justice. Donc, on demande peut-être au procureur d'être un peu plus sévère, des peines un peu plus sévères, mais aussi de travailler au niveau de la justice pour qu'il puisse avoir des aménagements de peine afin d'éviter que la personne, quand elle sort de prison, récidive, quoi.
Bon, GLTD, je vous l'ai dit tout à l'heure, groupe local de traitement de la délinquance, c'est ZSP, les quartiers en ZSP, c'est les quartiers où il y a beaucoup de problèmes de délinquance et les problèmes avec la police et la justice. C'est-à-dire quand un quartier est en ZSP, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur va mettre beaucoup plus de policiers dans ce quartier-là. C'est comme dans les quartiers prioritaires, ils ne sont pas classés par rapport à la délinquance, mais par rapport à la pauvreté. On met plus de moyens dans les quartiers prioritaires que dans d'autres quartiers en même temps. C'est pas classé par rapport à la délinquance, je viens de vous le dire, c'est classé par la pauvreté qu'il y a sur le quartier, les quartiers prioritaires. Donc il y a des financements supplémentaires dans les quartiers prioritaires qu'il n'y a pas dans d'autres villes. Taxe réparation, c'est réduire le sentiment d'impunité, c'est les maisons de justice et du droit. C'est-à-dire que ce n'est pas le tribunal, mais c'est un endroit où les gens peuvent y aller rencontrer un juriste. C'est-à-dire les gens ne savent pas comment faire, où ils ont reçu une amende, où ils ont été victimes de quelque chose, ils n'osent pas aller au commissariat, ils n'osent pas aller voir la justice. Par contre, sur la ville, il y a une maison de justice où il peut y avoir des avocats, il peut y avoir des personnes qui les aident, il peut y avoir des psychologues qui aident les personnes qui sont en difficulté. Et on les aide au niveau des démarches pour avoir, par exemple, un avocat gratuitement. C'est l'aide juridictionnelle, de pouvoir aider les gens à ce niveau-là, quoi. Les tiges, c'est-à-dire, ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui a commis des actes délictueux, au lieu de le mettre en prison, parce qu'on sait que parfois la prison n'est pas efficace, on sait qu'il y a beaucoup de récidives, et la personne a commis des petits délits, on ne va pas le mettre en prison, par contre, on va lui donner des heures de travail d'intérêt général. Il peut avoir 30 heures, il peut avoir 20 heures. C'est-à-dire, après, il faut qu'il soit volontaire, parce que s'il n'est pas volontaire, c'est soit on vous met en prison, monsieur, soit vous faites un tige. C'est-à-dire, vous travaillez gratuitement pour la société. C'est souvent les villes qui les prennent, par exemple, au service des espaces verts. Il va travailler avec les agents des services techniques pendant un certain nombre d'heures gratuitement. C'est une sanction. Le travail d'intérêt général est aussi une sanction, par rapport au délit qu'a commis la personne. C'est souvent des petites peines, c'est des petits délits. Ce n'est pas les gens qui ont fait un braquage qui vont faire un tige, quoi. Soutien de mesures alternatives à l'incarcération. Par exemple, c'est les dialogues citoyens. Je prends un exemple. Moi, je fais souvent partie des groupes de dialogue citoyen, c'est-à-dire des personnes ont commis des actes délictueux. On leur propose soit une peine de prison, soit une amende, qui coûte parfois très cher, soit un dialogue citoyen. C'est-à-dire que pendant une semaine, ils vont dans une salle où ils sont en réunion, et ils ont des intervenants qui interviennent. À un moment donné, ils passent une demi-journée avec un policier. Après une demi-journée avec les pompiers, après une demi-journée avec un élu, après une personne avec moi, par exemple, qui intervient pour expliquer certaines choses, un responsable d'association. C'est comme les permis à points, où les personnes qui ont perdu leurs points, ils font un stage pour récupérer leurs points, où on leur apprend un petit peu la prévention routière. Et bien là, c'est des stages où les habitants qui ont commis des délits participent pendant une semaine, et c'est très intéressant parce qu'il y a plein d'intervenants, et on les fait parler. Il parle avec la police, il parle avec le bailleur, il parle avec un juge, il parle avec un élu, il parle avec un responsable associatif. C'est-à-dire que, comme ils ont eu beaucoup de dialogues avec plein d'intervenants différents, peut-être qu'il y a la personne, ça va la faire réfléchir autrement, quoi. Les mesures pour la diminution du taux de récidive, c'est les SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est-à-dire des personnes qui sont incarcérées. On peut leur proposer, par exemple, de travailler en prison, sous peine ils peuvent être rémunérés, c'est d'aller à l'école, on les fait sortir en semi-liberté, c'est-à-dire qu'ils dorment en prison, mais après on les fait travailler aussi à l'extérieur, ils trouvent du travail à l'extérieur, il y a plein de mesures. Ils sortent avec un bracelet électronique, on leur met un bracelet au pied, ils sortent avec un sursis. Vous voyez, il y a plein de possibilités pour éviter surtout que la personne récidive. Il y a plein de mesures à ce niveau-là, quoi. Et l'aide aux victimes, je vous demande, l'association d'aide aux victimes. Sachez que de plus en plus dans les commissariats de police ou les gendarmeries, il y a un travailleur social qui travaille à l'intérieur. Il peut y avoir aussi un psychologue qui travaille, parce que les personnes qui ont été victimes d'un cambriolage, peut-être que ça les a traumatisées, donc ils vont porter plainte, mais c'est aussi très important qu'ils puissent travailler, rencontrer un travailleur social dans le commissariat. C'est très important qu'ils puissent rencontrer un psychologue pour les aider à ce niveau-là. D'abord à se reconstruire parce qu'ils ont vécu un traumatisme, mais pour les aider dans les démarches pour déposer plainte, pour avoir un avocat et tout, quoi. Et les numéros d'urgence, ça c'est aussi très important que tous les médiateurs ont ces numéros. Enfance maltraitée, des numéros que vous savez qu'il y a des enfants qui ont été maltraités, vous pouvez donner aussi ces numéros, quoi. Violence faite aux femmes,
Vous voyez, c'est des numéros très, très importants à voir. C'est-à-dire que tous les médiateurs doivent avoir… Le 115, vous rencontrez un SDF, bah, peut-être qu'avec le SDF, vous pouvez appeler le 115 pour voir s'il y a une place d'hébergement pour le SDF, quoi. Les pompiers, parfois, il y a des gens qui ne connaissent pas le numéro de comment on appelle les pompiers, quoi. Le 18, le 15, c'est plutôt l'urgence, le SAMU qu'on appelle. La police, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc, je reviens en arrière. Oui. Voilà, ça, c'est des numéros très importants à savoir en même temps, quoi. Que vous les ayez, qu'à un moment donné… Parce qu'il est important de faire quelque chose. Si vous ne faites rien, sachez que vous avez une part de responsabilité quand même, quoi. Donc, essayez d'intervenir si vous pouvez faire quelque chose. Imaginez que vous voyez qu'il y a un accident, bah, c'est important de connaître quand même le numéro des pompiers, hein, ou d'appeler le SAMU. C'est-à-dire, le SAMU, c'est des médecins qui se déplacent, hein, ou le 17, à un moment donné, quoi. Ou violence faite aux femmes, hein, 3919, ou par SMS, le 114. Bon, je reviens sur la prévention situationnelle que je me suis arrêté tout à l'heure. Enfin, j'aurais dû déplacer la diapo de tout à l'heure. La prévention situationnelle des interventions pénales. Oui, oui, oui. Juste un tout petit temps, il y a peut-être Francis, si elle peut prendre la parole ou si tu peux regarder sa question. Je ne la vois pas parce que je n'ai pas réussi à mettre le truc là. Non, et bien alors Francis, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, donc je disais, parce qu'au fait, Yacine, il disait que le médiateur social, il doit se retrouver le soir s'il y a une engueulade et tout. Donc, oui. je me disais, à ce moment-là, on n'a pas d'heure fixe pour le travail. Non, mais c'est dans leurs heures de travail. D'accord. C'est pendant leurs heures de travail. Si les médiateurs travaillent, je connais des villes où les médiateurs, ils travaillent, il y en a qui travaillent de 20h à minuit, c'est leurs horaires. Si c'est dans votre heure de travail, oui, vous pouvez intervenir. Ah non, non, mais si vous êtes en repos, on ne vous donne pas sauf si à un moment donné, vous faites partie, par exemple, de la cellule de crise et vous savez, si vous êtes volontaire, il s'est passé quelque chose de grave, vous savez, vous avez dit à votre chef, je suis prêt à venir si à un moment donné, il y a quelque chose de grave en même temps. Mais sinon, non, quand vous ne travaillez pas, vous ne travaillez pas, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Merci. D'autres questions? Sandrine? Sandrine? J'avais coupé mon micro, je te faisais signe. Oui, je demandais s'il y avait d'autres questions, parce que je n'ai n'ai pas le… Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu as, quand tu regardes ton PowerPoint avec l'outil Jitsi, tu vois nos… Tu vois non, je ne vois rien, je n'ai pas réussi. Ah, alors donc je peux couper ma caméra moi aussi. Ah oui, je vois, je ne te vois même pas. C'est dommage, hein. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse. Excusez-moi, c'est un peu lourd, mais vous aurez le PowerPoint, vous pouvez le regarder tranquillement après. Il y a plein d'éléments, vous verrez, il y a tout ça. Mais c'est un cours très, très important à savoir, quoi. Bon, la prévention, je vous ai dit tout à l'heure, des interventions dans le pénal qui visent à empêcher le passage à l'acte. Imaginez que chez vous, vous avez de l'argent, vous avez un coffre-fort, le délinquant voit qu'il y a un coffre-fort, il ne va pas y aller. Vous voyez, c'est une façon de… On se protège. Le problème, c'est que c'est l'individu qui paye son matériel. Si tu veux être protégé chez vous, il faut payer le matériel pour se protéger, quoi. L'objectif est de prétendre forcer les délinquants potentiels à conclure qu'il a peu à gagner et beaucoup à perdre s'il ose passer à l'acte. Je vais un peu plus vite parce qu'il reste juste un quart d'heure. C'est au cas de l'autoprotection et la sécurité privée. Bon, vous verrez, il y aura ce dessin qui explique très clairement. Augmenter l'effort, mettre des verrous, des cloisons. Ouais, tout est marqué là-dessus, quoi. Augmenter les risques, les fouilles aux frontières, mettre des portes automatiques, les antivols. Ouais, tout est marqué dessus, vous verrez. Tout ça, c'est de la prévention situationnelle. Je vous en montre quelques exemples. Voilà, avant, il y avait beaucoup de jeunes dans les halls. Les bailleurs ont mis, par exemple, des portes avec des digicodes. Sachez que c'est efficace, mais ça reste limité. Je connais beaucoup de villes où ils ont mis des portes comme ça, mais les gens, ils ont enlevé les portes. Ils ont supprimé les portes. Ou alors, tout le monde connaît les codes. Vous voyez, c'est efficace, mais ça reste limité. On peut faire toutes les techniques qu'on veut. Les délinquants s'adaptent toujours aux nouvelles technologies. Je prends un exemple, les camions de transport de fonds. Eh ben, les gens ont pris des lance-roquettes pour attaquer les camions de transport de fonds. Vous voyez ? C'est-à-dire que plus on est dans la prévention situationnelle, plus on est dans la sécurité, plus les délinquants vont devenir de plus en plus violents. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il est de plus en plus dur de voler des voitures. Maintenant, ceux qui volent des voitures, ils se mettent au feu rouge, ils ouvrent les portes des gens, ils font sortir les gens et piquent leur voiture. Voyez ?
avant, pour cambrioler, les gens attendaient qu'il n'y a personne dans les appartements. Aujourd'hui, comme maintenant il y a des signaux d'alarme partout dans les appartements, maintenant les gens ils cambriolent quand les gens sont à l'intérieur. C'est-à-dire ils rentrent dans les appartements, ils attachent les gens, ils les enferment dans la salle de bain et comme ça ils les volent. Voyez. C'est-à-dire que plus on est dans la sécurité, plus il y aura de la violence sur les individus. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention au côté sécurité, quoi. C'est les politiques sécuritaires. Regardez les caméras. Vous mettez des caméras, ben, les individus vont se mettre un petit peu plus loin, ils vont commettre leurs méfaits. C'est-à-dire que le maire va mettre une deuxième caméra. Je vous ai dit que le prix d'une caméra, c'est 12 000 euros. Il y a 10 caméras dans votre ville, ça fait quand même 120 000 euros. Vous voyez, ça vaut mieux mettre de l'argent dans l'individu que dans le système automatique ou dans la technologie. Autre exemple, je vous montre là, on a mis les poubelles, on a mis des barrières, des petites barrières pour que les gens ne vont pas sur les pelouses. Vous voyez, ça c'est de la prévention. De plus en plus, vous verrez dans les quartiers, on est dans la prévention situationnelle. Vous voyez, on a mis les poubelles à l'extérieur. Parce qu'avant, il y avait souvent des feux de poubelle où les jeunes, ils crémaient les poubelles, ils les renversaient. Et ben, pour éviter que ça se fasse, maintenant, les poubelles sont enterrées. Vous voyez, on est complètement dans la prévention situationnelle. Autre exemple, vous voyez, on a délimité les endroits où il y a la route. À côté, il y a un endroit pour les pistes cyclables. Comme ça, il y a moins de risques que les cyclistes peuvent se faire renverser. À côté, on a mis des arbres. Vous voyez, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus clair sur la route. Plus c'est clair et plus les gens ont tendance à respecter les règles. Vous voyez, il y a un passage piéton et en plus, ils ont mis un dos d'âne pour que les gens ralentissent automatiquement. Vous voyez, c'est une façon pour obliger les gens à ralentir. Parce que si vous ne mettez pas de dos d'âne, les gens vont rouler vite. Vous voyez, on agit sur l'individu qui ne passe pas là. Et en même temps, on a mis des petits poteaux pour que les gens ne stationnent pas ici à cet endroit-là. Vous voyez, c'est pour éviter que les gens stationnent n'importe où. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la prévention situationnelle. Vous voyez, là aussi, on a mis pareil pour que personne se gare sur le terre-plein. Est-ce que je peux intervenir? Oui, allez-y. Simplement, je pense que tu as deux axes là-dedans. Quand tu parles quand tu parles des halls d'immeubles, oui. Les halls d'immeubles, on sait très bien pourquoi les jeunes y sont dedans, parce qu'ils n'ont pas d'autre lieu où aller. Donc, c'est pas la même chose que de mettre des poubelles enterrées. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, vous avez raison, mais le problème je vais le mettre tout à l'heure, la prévention situationnelle, on ne regarde plus le côté prévention sociale. C'est ça le problème en même temps. C'est-à-dire, on agit sur les actes et tout ça, et on ne veut pas regarder le côté social. Et c'est ça la grande critique de la prévention situationnelle. C'est-à-dire qu'on déplace le problème, c'est tout. C'est-à-dire, on ne veut pas l'entendre parler, on espère le résoudre comme ça. Or, c'est vrai que si les jeunes sont dans les halls, c'est qu'il y a des difficultés quelque part, c'est qu'ils n'ont pas de lieu en même temps, vous voyez. Mais en même temps, ça répond aussi à la demande des habitants. Oui, mais finalement, ils la contournent. Oui, non, mais ils la contournent, mais ce qu'ils veulent, c'est la contourner. Je prends un exemple. Les gens vont mettre des caméras. Les gens vont aller dans un autre quartier. Le principal pour les gens, c'est qu'il n'y a plus de problème dans leur quartier. Ils vont dans le quartier d'en face, ils s'en foutent après le reste. Les gens, ils regardent juste à côté de chez eux. Ils disent, je m'en fous qu'ils vont dans le hall d'immeuble à côté. C'est-à-dire qu'on déplace la délinquance un peu plus loin. Mais en France, comme dans le monde, on est de plus en plus dans la prévention situationnelle. On s'occupe moins des problèmes sociaux des gens et on est plutôt dans la sécurité. C'est ce qu'on appelle les politiques sécuritaires. Quand il y a des problèmes dans les villes, il y a beaucoup de villes qui me demandent « Non, moi, je ne veux pas de médiateur dans ma ville, je veux mettre des caméras et des policiers. Je ne veux pas de médiateur, je ne veux pas de maison des jeunes. » Vous voyez, ce sont des choix politiques. Soit on met de la prévention sociale, soit on met de la prévention situationnelle. La prévention situationnelle coûte très cher. C'est au détriment de la prévention sociale. Ce sont des choix, c'est toujours des choix politiques. Soit on met de la prévention situationnelle, soit on met de la prévention sociale. Après, on peut mettre les deux, on peut jouer un petit peu sur les deux, quoi. Mais c'est les choix sécuritaires, c'est les choix des politiques sécuritaires. On continue. Bon, d'autres préventions, les dos d'âne, les plots devant les magasins, je vous ai dit, mettre des radars. Vous voyez, on met des radars partout en France de plus en plus, des caméras, les sens uniques. Pour éviter qu'il y ait des face-à-face. L'éclairage, on améliore l'éclairage. Les poubelles. On sait que si on met un peu plus de poubelles, il y aura peut-être moins de personnes qui mettront des déchets par terre. Mais en même temps, il faut réfléchir à tout ça parce qu'il n'y a pas qu'une question de sécurité, mais c'est aussi des aménagements. On peut faire aussi des aménagements intelligents dans les villes. Les panneaux d'information pour bien informer. Le principe, bon voilà, je vous montre comme ça. On est dans la prévention situationnelle, voilà. Là. Vous voyez, tout est clair, là. Comme ça, on voit de loin, on a évité les buissons pour éviter qu'à un moment donné, il peut y avoir des agressions, des choses comme ça. Tout est plus clair. C'est visible. D'ailleurs, les gens se sentent en sécurité quand ils voient tout de loin.
Là, voilà, ça c'est à Paris, c'est à la Villette. Il y avait, par exemple, vous voyez où il y a les jets d'eau et tout ça, souvent il y avait des problèmes d'agression et autres. Depuis qu'on a mis un café avec des terrasses dehors, il y a plus de gens qui regardent sur l'espace public. Et donc, depuis qu'il y a ça, il y a beaucoup moins d'agression à cet endroit-là. Après, ça peut se faire ailleurs. Mais vous voyez, ça permet de se sécuriser. Plus il y a du monde sur l'espace public, moins il y a des risques d'agression. C'est la surveillance naturelle parce qu'on pense que chaque personne, chaque individu surveille son environnement. La socialisation, on essaie de mettre plein d'activités, que les jeunes puissent jouer au ballon, qu'ils puissent avoir des parents, des enfants. Quand on arrive à mélanger les publics aussi, en général, ça passe mieux. On évite que les jeunes soient tout seuls. S'il y a des adultes qui peuvent être présents sur l'espace public, on pense que les adultes vont intervenir si les jeunes ou les enfants se comportent mal. On voit un enfant qui est en danger, n'importe quel adulte, en général, va intervenir pour aider cet enfant. Vous voyez, le fait qu'on arrive à créer de la mixité entre les enfants, les ados et puis les adultes, ça crée un petit peu de la sécurité pour tout le monde. Voilà un autre exemple de prévention situationnelle. Vous voyez, il y a les digicodes et puis il y a les grilles. Vous voyez, on est de plus en plus dans le côté forteresse. Les individus se protègent de plus en plus, mais c'est aussi à la demande des locataires. Ils demandent tous à avoir plus de protection à ce niveau-là. Voilà, l'aménagement, il y a des poubelles, il y a des espaces verts, il y a des grilles, le chemin est bien, tout est clair, donc les gens se sentent, vous voyez, on diminue le sentiment d'insécurité. Vous voyez les haies qu'il y a, parce qu'avant qu'il n'y avait pas les haies, les gens qui voulaient faire par exemple des cambriolages, ils se mettaient tout près des fenêtres et ils rentraient après dans les appartements. Le fait de mettre des haies et des pelouses, si la personne saute les haies, il y a des gens des fenêtres qui vont peut-être le voir et donc forcément il va prendre beaucoup plus de risques. Donc, depuis qu'ils ont installé, par exemple, ces haies, il y a quand même un peu moins de cambriolage dans ces rez-de-chaussée. Vous voyez, c'est une façon aussi, on aménage, mais en même temps, on a derrière la tête de protéger un petit peu mieux les individus, quoi. Bon, voilà, les éclairages, les bancs, la lumière, mettre des poubelles, des choses comme ça. Vous voyez, c'est la façon dont on aménage les environnements, quoi. Et il y a aussi, là, par exemple, là, c'est à la Villette à Paris, il y a des médiateurs qui tournent régulièrement. Là, ils sont en voiture, c'est les médiateurs qui tournent régulièrement. Plus il y a des médiateurs, plus les gens se sentent rassurés, plus il y aura des gens sur l'espace public. Un petit peu une théorie américaine, une seule vitre brisée, c'est la théorie américaine. Comme ça, vous allez pouvoir la lire. Si par exemple on laisse un carreau cassé quelque part, si on ne le répare pas rapidement, il y aura un deuxième carreau qui sera cassé, un troisième carreau. Après, les gens vont avoir peur, il va y avoir un sentiment d'insécurité qui va diminuer, il peut y avoir du trafic, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut intervenir le plus tôt possible. Et ça, c'est vraiment le rôle des médiateurs. Dès que vous voyez quelque chose qui est dégradé, vous le remontez. Parce que si ce n'est pas réparé, il y aura un deuxième carreau qui va se réparer, puis les habitants vont dire, voyez, on ne fait rien pour nous, il y a un carreau qui est cassé, il n'a même pas été réparé, et ça sera de pire en pire. Les gens honnêtes vont déménager, à la place, il va y avoir des squatteurs, vous voyez, ça part souvent d'un petit fait. C'est comme les incivilités. Si on laisse des incivilités dans un quartier, on ne fait rien. Au bout d'un moment, les personnes qui commettent des actes vont commettre des actes de plus en plus graves, ils vont faire ce qu'ils veulent, il va y avoir plus de délinquance, les gens vont déménager, au bout d'un moment, ça va être un peu une zone de non-droit. Il faut intervenir le plus tôt possible. Et là, c'est vraiment quand même le rôle des médiateurs de prévenir le plus tôt possible qu'il y a quelques problèmes qui se passent sur le terrain, quoi. C'est une théorie américaine et qu'on essaie d'appliquer aussi en France, quoi. Bon, les critiques, comme elle l'a dit tout à l'heure, Véronique, de la prévention situationnelle, effet plumeau, elle déplace la délinquance un peu plus loin et autrement. Les délinquants s'adaptent progressivement au système mis en place et trouvent des nouvelles stratégies. On agit sur les symptômes en oubliant les causes et l'humain. Vous voyez, on oublie que pourquoi les gens commettent des actes, quoi. Les financements au détriment de la prévention sociale. Tout l'argent qu'on met dans la prévention situationnelle, c'est de l'argent qu'on enlève à la prévention sociale. Le coût est payé non par les délinquants, mais par les honnêtes gens. Si vous ne voulez pas être cambriolé, c'est à vous de mettre, par exemple, une porte blindée chez vous, de mettre des caméras, des choses comme ça. Vous voyez, c'est à la personne elle-même de payer sa sécurité. Vous voyez, ça, c'est les critiques qu'on peut mettre à ce niveau-là, quoi. Il était là devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. On est de plus en plus dans la technologie et on dépasse le côté humain. Albert Einstein.
Donc ça, j'ai suivi. Tous les ans, on fait une évaluation. Voilà ce qu'on a mis en place sur la ville. Voilà le rôle de chacun. Voilà. Est-ce que ça va mieux sur la ville depuis qu'on a mis tous ces dispositifs en place? Pour les financements, vous pouvez demander. Dans tous les documents que je vais vous envoyer, c'est marqué exactement. Il y a une méthodologie de projet. Comment vous pouvez monter des projets pour monter des actions aussi, quoi. Je vais vous l'envoyer aussi, quoi. Donc voilà, il est 11h28. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fini mon diaporama sur les politiques. Bon, excusez-moi, c'est lourd, mais c'est très, très important de le savoir également. Yazid, Oui. on met de plus en plus de médiateurs sur le terrain. Alors, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un juste milieu entre les deux? Si, je trouve qu'il y en a. Non, dans beaucoup de villes, il n'y a pas de médiateur. Hein, il y en a. On en met de plus en plus dans certains endroits, mais non, mais vous savez pas, mais la prévention situationnelle coûte très cher, quoi. En même temps, ça coûte, franchement, on met beaucoup d'argent, mais parce que beaucoup de maires sont élus aussi sur la sécurité, quoi. Ils préfèrent. Moi, j'interviens dans des villes. Le maire a supprimé les médiateurs. Il a plutôt mis des caméras et des policiers. Mais il y a aussi de plus en plus de villes aussi qui mettent aussi des médiateurs. Vous voyez, ce sont toujours des choix politiques. Yazid, Les médiateurs de prouver qu'ils font du bon boulot, quoi. Parce que si les médiateurs ne font pas du bon boulot, on va les supprimer à un moment donné et on va être dans la technologie. Ils ont intérêt à. Remets-toi à l'écran, s'il te plaît. Pardon? Tu peux mettre ton PowerPoint et te remettre à l'écran? Merci. Je vais t'enlever, hein. Ouais. Ah, tu veux me revoir, Sandrine? Je n'attends que ça. Attends, je vais aller me coiffer avant. Bon, j'essaie d'enlever le truc. C'est bon ou pas? Non. Attends, Non, toujours pas. Arrêtez. Ça va? Ouais, c'est bon là. Tu bien coiffé, ça va? Bon, quelques questions. Après, il y a plein de documents, vous allez voir, j'ai plein d'infos. Hein, je vous envoie plein de documents là-dessus, quoi. Des questions? Non, ça va, c'était. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole spontanées? Parce que moi, j'avais des questions par rapport à vos réactions, vos retours sur les informations transmises par Yazid. Est-ce que vous étiez déjà plutôt enfin, ce sont des informations connues ou tout à fait nouvelles que vous venez de découvrir, ou ça complète? Est-ce qu'il est allé plus loin? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le niveau d'information? Allez-y, le prénom, C'est Francis. Alors, ça complète un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière avec le webinaire sur comment améliorer la relation entre jeunes et policiers. Ah, d'accord, oui. Donc, ça complète un petit peu certaines choses et puis ça nous donne encore d'autres éléments. Et moi, en tant que jeune nouvelle médiatrice sociale, ben, ça me conforte dans certaines choses, vers où aller, vers où m'orienter, parce on est un petit peu perdu vers certaines fois. On se demande ce qu'on doit faire, comment on doit réagir sur certaines choses et tout. Et ben, ça complète un petit peu ce qui a été dit la semaine dernière. Mais n'hésitez pas dans la ville où vous êtes de demander d'avoir le document où tout ce que je viens de dire, c'est marqué. Quelle est la stratégie de la ville? Quelles sont les priorités de la ville? Et comme ça, vous êtes au courant. Est-ce que ça va mieux par rapport à l'année dernière? Parce que ça vous permet de vous juger. Si ça va mieux sur la ville, c'est aussi grâce à vous. Parce qu'à chaque fois que la délinquance diminue dans une ville, à chaque fois on dit que c'est grâce aux policiers. Mais c'est grâce à tous les acteurs qui ont participé en même temps. À chaque fois, on dit. C'est pour ça qu'il est important que vous ayez les éléments, que vous sachiez quel est le rôle des partenaires. Et le gros travail à faire, c'est vraiment améliorer le partenariat. Soyez bien avec tous les partenaires. Plus vous êtes bien avec eux, plus vous aurez des informations. Il y a un truc que je me suis rappelé, vous avez dit la semaine dernière, que quand je rencontre des jeunes, de surtout leur dire qu'effectivement, je travaille sous couvert de la police nationale, mais que je ne suis pas une balance. Ça m'a fait réfléchir beaucoup. Non, mais parce que les jeunes, ils le pensent directement. Si vous travaillez avec les flics, forcément, vous allez les balancer. Donc, voilà. Non, vous leur dites non, je suis là pour vous aider. Même si vous avez des problèmes avec les policiers, vous me le dites et moi, en tant que médiatrice, je vais essayer de faire quelque chose pour améliorer les relations. Vous avez une place essentielle là où vous êtes. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ces compléments d'information. Ah ouais, merci au GIP.
Il y a deux personnes aussi qui font une réaction à l'écrit, Marianne et Johanna, qui donc remercient sur la richesse des informations que tu transmets, Yazid. Et c'est vrai qu'on peut un tout petit peu déplorer que les choses sont rapides, tu les livres d'une manière rapide, le format est court, mais Oui. ce qu'on vous a dit depuis le début, c'est qu'on est là sous une forme un peu innovante et puis on réagit avec par rapport à la situation. Et c'est vrai que Yazid se déplacera sur les territoires en fin d'année pour une formation de 4 jours dans laquelle il abordera et il y aura plus d'interaction avec vous. Évidemment, là, on est obligé de faire un petit peu avec les moyens du bord et du format. Rester une journée tous ensemble en visio, c'est un peu compliqué. Donc, Oui. parallèlement, vous pouvez aussi contacter Yannick en individuel. C'est-à-dire que si vous avez des questions à lui poser précisément ou vous voulez qu'il revienne sur un point ou qu'il aborde avec vous votre cas particulier par rapport à ce que vous rencontrez et qu'il aide à faire évoluer votre situation, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec lui parce qu'au-delà des temps collectifs qu'on propose comme cette Oui. il y a aussi des temps individuels sous forme un peu de tutorat métier que vous pouvez vous enclencher à votre niveau. Donc, sous réserve évidemment que Yazid soit disponible, que vous preniez un rendez-vous avec lui et que votre problématique, elle rentre dans la problématique dite cœur de métier du médiateur. Oui. Bah, je vous ai donné un cours en 1h30 à l'université, j'ai mis 5 jours à le faire. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est dense. Je suis frustré parce que je n'ai pas approfondi sur chaque thème et article, j'aurais pu approfondir. Quoi. Je mets 5 jours à l'université là-dessus. Quoi. C'est-à-dire qu'après, on est obligé de faire des choix. Est-ce qu'on survole et qu'on aborde tous les points et charge à vous de les creuser, comme disait Yazid, il y a de en autonomie, en auto-formation. Vous pouvez aller sur Internet rechercher chacun des termes qu'il a, chacun des points qu'il a abordés, ce que ça nécessite en complément d'information, aller chercher en autonomie ou bien lui demander en direct. Oui, mais je vais vous envoyer plein de documents. Hein. Il y a plein de documents là-dessus sur ce que je vous ai fait. Quoi. Ce qui se passe, c'est qu'avec la situation qu'on rencontre tous, c'est vrai que vous allez devoir, pour vous documenter, pour vous professionnaliser, prendre davantage de temps en auto-professionnalisation, j'ai envie de dire. Mais ça veut dire que ça veut dire qu'on ne coupe pas, que votre professionnalisation, elle n'est pas stoppée, mais elle est différente. Et c'est vrai que c'est charge à vous d'aller davantage chercher de l'information. Et Yazid est là pour vous donner, grosso modo, les pistes sur lesquelles aller rechercher et creuser. Donc, il y a des réactions. Tout à fait, d'où l'importance d'avoir des supports. C'est bien, merci beaucoup, merci. Voilà. Yazid et Sandrine, pas évident avec si peu de temps, mais c'est assez clair par rapport au support. Merci à tous et à bientôt. Sans doute, là, je pense que Francis, vu l'heure, doit se déconnecter. Donc, moi, c'est quoi le prochain PowerPoint? Non, le prochain webinaire, c'est sur quoi déjà? C'est les bandes, je crois, sur les… Alors, laisse-moi aller regarder. Je reprends mon document et je regarde parce que je ne connais pas tout par cœur. Alors, donc le prochain, c'est les phénomènes de bande. Mardi prochain, avec Yazid, hein, c'est ça? Oui, je vous ferai un truc sur les phénomènes de bande. Mais mardi prochain sur les phénomènes de bande. Ok. Est-ce que vous avez des questions, des retours à nous redonner avant qu'on se quitte? Moi, je voulais juste prendre un temps si sur le sujet de Yazid, vous avez à peu près l'essentiel. Hein. Laurence dit merci à vous pour cette présentation très enrichissante. Je voulais vous montrer quelque chose. Donc, attendez. Je voulais vous montrer quelque chose. Mais comme moi aussi, je ne maîtrise pas forcément le… Alors, est-ce que là, vous voyez en partage d'écran, vous voyez mon ordinateur? Oui, on voit ton…
Voilà. Et est-ce que là, vous voyez le document qui s'appelle Grand Est et qui répertorie les thématiques sur lesquelles vous, les médiateurs, vous travaillez dans le Grand Est? Non, on a juste un tableau. Un tableau. On a juste communication, programmation machin. Ah, d'accord. Alors, attendez, ne bougez pas. Tu n'as pas appuyé dessus, à mon avis. Ne bougez pas. Vous l'avez, cette enquête? Non, on ne la voit pas là tout de suite. Encore? Non. Bon, bah tant pis, alors j'arrête le partage. Donc là, il n'y a plus mon écran n'est plus en partage, c'est ça? Ouais. Notez que mardi le 9, Voilà. Alors, je vous enverrai une ressource qui indique la répartition des activités que réalisent les médiateurs sociaux en Grand Est. Ça veut dire que par rapport au domaine d'intervention, vous verrez que tout ce qui concerne ce que Yazid vient de dire, sur les répondants à l'enquête, vous verrez que ce domaine d'intervention arrive en 6e position. Avant ça, il y a la médiation scolaire, il y a la médiation… donc là, attendez, le document, je peux le prendre sous les yeux. Les principaux thèmes, ce sont donc le champ scolaire, la médiation culturelle, la participation citoyenne. Et vous verrez que dans ces domaines d'intervention, les thématiques qui sont précisément étudiées. Si ce document vous intéresse, vous me répondez et on peut en parler en direct ensemble. Hein, malheureusement, on ne pourra pas le faire là. Et on prend un rendez-vous et on en parle. OK? Ok, pas de souci. Voilà. Yazid, tu veux donner le mot de la fin? Non, rien, bon appétit à tous. Moi, je continue à travailler, je suis au boulot. En tout cas, merci encore pour ce webinaire riche en informations. Oui, oui, merci. Sandrine, tu restes branchée parce que j'ai besoin d'un petit conseil pour cet après-midi. Ok, d'accord. Et bien alors, oui, merci cet à tous les après-midi. médiateurs. Merci. Donc, on va se déconnecter, sauf Véro et moi. Ça marche? Bonne fin de journée à Ciao. vous. À cet après-midi. Merci à tous. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir, Yazid. Merci. Ciao, à bientôt. Salut Yazis! Ciao.